BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Rebecca Blanc-Lelouch. Au sommaire des pionniers cette semaine, le tête-à-tête pour commencer avec un globetrotter qui a filmé ses péripéties dans 110 pays en 45 ans de carrière. C'est un pionnier qui a beaucoup inventé pour les besoins de son métier. La cinébule depuis une montgolfière, le vlog et même la canne à selfie, on lui doit beaucoup, il ose tout. Il saisit toutes les opportunités que la vie lui donne. Il est allé dormir chez vous et chez tout le monde. Et c'est justement le créateur de l'émission iconique J'irai dormir chez vous. Nous recevons Antoine de Maximi. Et en deuxième partie, c'est le pitch avec deux entrepreneurs. Cette semaine, Pauline Marcel, cofondatrice de Shareview, le premier réseau social centré autour de la nature. Et puis Romain Coipin, CEO de Simone, l'alternative décarbonée pour tous les longs trajets. Et tout de suite, le tête-à-tête avec Antoine de Maximi. Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Antoine de Maximi. Bonjour Antoine. Ben bonjour. Alors, 110 pays en 45 ans, tu as tout filmé, ou presque. Ou presque. Ou presque. Ouais. Alors, on te connaît pour l'émission J'irai dormir chez vous, mais tu es aussi également un très grand réalisateur de documentaires, avant cela, des documentaires animaliers, des documentaires scientifiques, des reportages d'aventure, de découvertes, et tu es également réalisateur de fiction. Tu es un hyperactif. Hein, on va pas se le cacher. Dire, ouais. Oui, Ouais. hein, tu es explorateur, tu es inventeur. Si, tu manques jamais une occasion d'essayer quelque chose de nouveau. Ouais, Tes maximes à toi, c'est il ne faut pas hésiter à demander. bien sûr, Ou encore, quand rien n'est prévu, tout est possible. c'est pas faux. C'est pas faux. Alors, tu connais le principe de l'émission. Du tout. Du tout. Ah Non, bah, écoute, j'adore, tu vois, je sais pas. Non. quand rien n'est prévu, tout est possible. Donc, on va explorer les grandes étapes de ton parcours. Mhm. On va, pour mieux te connaître, eh bien aussi plonger dans ton univers pour comprendre ton mode de fonctionnement. Je ne sais pas si toi, tu as déjà fait le travail, mais on va le faire ensemble. On va comprendre comment Antoine de Maximi fonctionne, Oui. tes émotions, tes apprentissages. On va se mettre à ta place, on va essayer de comprendre comment tu marches, la manière avec laquelle tu vis et tu prends tes décisions, le tout agrémenté d'informations et d'illustrations de Rebecca qui viendra nous voir sur le plateau. C'est parti pour ton parcours. Alors, tu es né à Lyon, mais tu n'y as jamais habité. Exactement. Et tu as principalement grandi à Paris, en Île-de-France. C'est ça. Tes parents étaient plutôt étaient des artistes peintres, Mhm. plutôt 68 arts. Tu es l'aîné de 4 enfants. Tu as une enfance plutôt libre et heureuse, dans une famille bohème et sans le sou. Quels mots te reviennent, quelles émotions te reviennent sur ton enfance? Oh, bah alors là, comme ça, ce qui me vient tout de suite comme ça, oui, c'est l'espèce de plaque tournante qu'était la maison. On est juste après 68. Donc il y a eu quelque chose qui s'est quand même passé avec cette sorte de révolution et tout le monde se parle. Et mon père, qui est peintre, et ma mère aussi, reçoivent plein de gens. Et dans cette période-là, ce qui était très drôle et particulier, c'est que tu voyais à la même table le concierge qui avait été un ancien légionnaire et qui était un peu alcoolique. Il y avait un ami de mes parents qui s'appelait Michel Crozon, qui était directeur, je crois, du Collège de France. Enfin, il y a Philippe Soupeau qui était passé. Enfin, il y a des gens qui n'auraient jamais dû, Rufus entre autres, qui n'auraient jamais dû se croiser, enfin, aujourd'hui qui ne se croiseraient pas et qui se croisaient chez mes parents. Donc nous les enfants, on se retrouvait au milieu d'adultes qui n'arrêtaient pas de parler, de refaire le monde beaucoup. Et c'est vrai que c'était très particulier. Alors, l'école et toi, vous n'étiez pas forcément faits l'un pour l'autre. Voilà, c'est bien dit. On va le dire Non, mais comme moi ça. j'aimais bien l'école, mais j'avais rien à y faire. Alors ensuite, tu fais quelques boulots, puis tu rejoins un laboratoire de cinéma en stage. Là, c'est un peu la découverte. Ça te fait entrer dans le monde des caméras et des magnétophones. Oui, Tu apprends alors beaucoup, parce que tu vois à quoi ça oui, sert, encore oui, une fois. voilà. Et c'est le début de ta vie professionnelle. Rebecca. Donc en effet, vous ne vous sentiez pas bien à l'école et donc vous vous êtes même fait virer. Vous commencez donc votre carrière comme ingénieur dans les rangs du cinéma des armées et c'est là où vous découvrez le métier de réalisateur. Vous poursuivez ensuite comme grand reporter pour CBS News. Vous êtes envoyé à Beyrouth pendant la guerre civile des années 80. Vous couvrez aussi la guerre Iran-Irak en tant qu'ingénieur du son et c'est là où
où vous vous découvrez aventurier dans l'âme et passionné des reportages et du voyage. Au fil de vos expéditions, vous apprenez tous les métiers, de cadreur, monteur à réalisateur. Et c'est évidemment sur le terrain, dans cette posture d'ouverture et de curiosité, en apprenant au contact du réel, que vous devenez le spécialiste des voyages à l'étranger, actualités internationales, films animaliers et expéditions scientifiques qui vous ont valu des centaines d'heures de programme. C'est bien. Moi, Assez résumé. Alors, du labo de cinéma à la guerre Iran-Irak, c'est allé un peu vite. Tu avais une intention ou bien tu t'es laissé guider par la lumière, l'action, le son? Je crois que c'est un peu la vie qui m'a emmené. Bon, je pense que je poussais toujours pour aller dans certaines directions de voyage, aller plus loin, mais en même temps, j'avais pas une idée fixe. C'est-à-dire que j'ai toujours lancé des pistes à droite, à gauche, etc. Et puis, il y a les trucs qui avancent bien. Donc, tu as tendance à aller dans ces directions-là. Mais de temps en temps, j'ai relancé des projets un peu à angle droit parce que j'ai compris il y a longtemps qu'on n'a qu'une vie. Moi, vraiment, je reste convaincu de ce truc. Oui, tu Donc, as reçu une j'ai carte de ta marraine à décidé, 7 ans d'ailleurs, qui a c'est changé ça, ta et vie. j'ai décidé d'en profiter de cette vie. Et alors, le journalisme scientifique et animalier, c'est venu comment? C'est parce que tu Alors as... moi, ça m'amuse, parce que déjà, il ne faut pas oublier que j'ai arrêté, j'ai le brevet. J'ai même pas raté mon bac, je ne l'ai pas passé. Et en fait, j'avais un esprit très scientifique. Et j'ai fait beaucoup de films scientifiques parce que ça m'intéressait. Je me suis retrouvé au départ comme ingénieur du son sur ces tournages. Mais je me rendais compte que à la limite, je le sentais mieux que le réalisateur. Puis je voyais les questions qu'on aurait pu poser. Et surtout, j'apprenais. J'apprenais en dehors du cursus scolaire où tu as un mec qui te parle, le prof, et que toi, tu dois apprendre à ce moment-là. Non, c'est moi, je posais des questions et j'ai appris énormément de choses. Et c'est pour ça qu'après, j'ai pu faire des documentaires scientifiques. Alors, tu as réalisé justement des documentaires scientifiques, animaliers, beaucoup, une trentaine. Oui, Et puis, un jour, tu as l'idée farfelue de t'accrocher sur le corps de paluches, comme tu dis, c'est-à-dire oui. de caméras. Tu inventes un nouveau type de reportage. C'est venu comment? Et est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as Oh oui. enfilé ton accoutrement? Bah, c'est très intéressant parce que j'ai eu cette idée de faire comme j'étais caméraman, réalisateur, je pouvais tout faire tout seul. Je me suis dit, ça m'amuserait. Il y a eu plein d'autres raisons qui m'ont poussé à faire J'irai dormir chez vous. Mais pour répondre à la question, je me suis dit, il faut que je mette une caméra là qui filme les gens en face, un harnais, une tige, une autre caméra. Ça, j'ai trouvé que c'était le bon système. Troisième caméra à la main. Et j'ai trouvé une boîte qui m'a prêté du matériel, qui m'a bricolé ça en trois coups de cuillère à peau, on va dire. C'est une boîte qui s'appelle Horus. Et ils m'ont prêté le matériel. Je rentre chez moi et je m'équipe pour aller tourner. Et je me regarde dans la glace et je dis, c'est n'importe quoi. Je range tout. Et j'ai prévu de leur ramener le matériel en disant non, je laisse tomber. Et mais 2 heures plus tard, ou peut-être le lendemain, je me dis c'est quand même con, j'ai même pas essayé. Et je risque d'avoir des regrets. Donc je ressors le Oui, matériel. alors que toi, un de tes moteurs, c'est de jamais avoir de regrets. Exactement. Mais c'est pour ça que j'ai fait ça, hein. Ouais. Et je suis allé au marché de Jean à la Goutte d'Or pour faire des essais. Et là, j'ai découvert que ça marchait. Et 20 ans après, je suis là. Alors, après toutes ces émissions, et on aura l'opportunité de revenir sur ce que ça veut dire, tu as eu envie de faire une fiction aussi. J'irai cette fois mourir dans les Carpates. Alors, comment ça t'est venu et est-ce que quand on est Antoine de Maximi, en fait, l'intendance suit et il suffit de dire j'ai envie de faire un film Oh non. et on a un tapis rouge? Non. Alors en fait, quand j'ai vécu tous ces tournages, tous ces voyages avec J'irai dormir chez vous, je me retrouvais souvent, quand même régulièrement, dans des séquences, des moments qui étaient compliqués. Ça se passait voire mal, voire très mal. Heureusement, à chaque fois, j'arrive à m'en sortir. Mais forcément, t'imagines ce qui aurait pu se passer. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire un scénario qui est ce film de fiction qui raconte. En fait, l'idée, c'est je disparais parce que j'ai eu un accident de voiture et ne me retrouve pas. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais les cassettes sont récupérées avec les bagages, reviennent à Paris et la monteuse de l'émission décide de monter ce dernier épisode. Et c'est en montant qu'elle va découvrir, mais caché dans les images, il ne suffit pas de les regarder, il faut regarder bien. Elle va découvrir tout ce qui s'est passé. L'intrigue, elle est dans cette enquête. Et ce qui me plaisait, c'est que les spectateurs voient eux-mêmes les images avant avec les indices cachés et ils ne les voient pas. Donc ça me plaisait beaucoup. Et je me suis dit, tu parles, l'émission, elle cartonne, elle marche bien. Si je fais une fiction
sur cette émission, je vais trouver l'argent facilement. Pas du tout. Personne ne voulait de ce truc. Le scénario était écrit. J'avais Bonne Pioche, mon producteur, qui me suivait. Il y avait Julie Gaillet qui me suivait aussi en coproductrice. Et il a fallu que je fasse un financement participatif pour lancer la machine parce que personne n'était prêt à mettre 1 centime sur ce film. Eh oui, C'est bizarre. comme quoi c'est toujours compliqué. Enfin, en tout cas, moi j'ai vu J'irai mourir dans les Carpates, j'ai bien cru qu'on allait te perdre au fond de cette grotte. Je me suis bien demandé comment tu allais en sortir. Dans le film, tu restes combien de temps au fond de cette grotte? Je sais plus. C'est un bon 15 jours, hein. Ah oui, peut-être plus Oui, même. tu y dors, Oui, 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 plus tu longtemps que récupères ça. de Ouais. l'eau. Enfin, oui, non, on se met vraiment à ta place. Alors maintenant qu'on connaît un peu mieux ton parcours, tes galères aussi, on va entrer dans ton monde, celui de l'aventure, de l'innovation et de la réalisation. Alors, ton monde, ta passion à toi, c'est l'aventure, les animaux, les gens, mais aussi l'adaptabilité à l'imprévu. Rebecca. Parmi vos moments, vos souvenirs les plus extraordinaires, le Japon. Déjà, vous y êtes allé sur un coup de tête, sans prévenir personne, même pas la production, qui croyait d'ailleurs que vous étiez au Maroc. Et lorsque vous arrivez sur place, au début, vous regrettez, vous ressentez un choc de culture total, à tel point que vous n'êtes pas sûr de pouvoir continuer, de vouloir continuer. Il est impossible de parler aux gens, impossible de lire quoi que ce soit, personne ne parle anglais. Lorsque vous descendez dans la rue, vous filmez, mais il ne se passe rien. Vous vous dites que vous avez fait une connerie de venir là, vous pensez arrêter. Et puis un matin, sur place, vous vérifiez vos images et vous vous découvrez vous-même complètement perdu au Japon. Et ça vous fait rire, de vous voir perdu comme ça et incompris des autres. Et c'est là où vous commencez à taquiner les Japonais. Et ce fut ce saut dans l'inconnu pour vous d'être avec des gens avec qui vous ne pouvez pas communiquer. Et c'est de là qu'est arrivé une sorte de déclic et où vous avez compris votre concept. C'est vrai, et c'est très drôle parce que le premier épisode, personne ne le sait, avait été coproduit par France 2. Et à un moment, c'était le Mali. On leur a fait voir l'épisode, évidemment. Et à un moment, je me retrouve sur une barque où je ne peux pas communiquer avec les gens. Et moi, premier tournage, je ne savais pas trop. Je me suis déballonné, je suis descendu du bateau en disant, bah voilà, je n'arrive pas à parler, je ne sais pas quoi faire. Je trouve que je ne sais pas s'ils reviennent dans 15 jours ou dans 2 jours, je ne peux pas y aller. Et la personne de France 2 avait dit, bah voilà, c'est les limites du concept. Et j'étais d'accord avec elle. Si ce n'est que, en fait, non, c'était le début du concept. Et c'est ce que j'ai compris au Japon. En fait, quand tu n'arrives pas à communiquer, eh ben, c'est super drôle. Et alors, donc, tu t'adaptes avec beaucoup de une forme d'opportunisme. Mais alors, comment tu fais justement pour mixer organisation et spontanéité? Parce que certes, il y a certaines Eh choses ben, il qui... faut être cinglé. Ah, c'est ça la Ah ben oui. recette. Oui. Non, mais il faut être un peu, j'ai pas comment on appelle là, les 2 cerveaux là. Bicéphale? Oui, on va Oui, dire ou comme ça, mais c'est pas ça que je cyclothmique? voulais dire. Oui, enfin, Non, les gens bizarres là, les gens bizarres. Je crois que je le suis un peu parce que il faut être totalement fantaisiste, sinon c'est pas intéressant, c'est pas drôle. Mais il faut être totalement méthodique, mais du niveau du malade. parce que c'est pas juste cerveau droit, cerveau gauche. Tu sais, c'est un petit peu Non, ça, mais je sais non? plus, il y a un mot. Oh, tant pis. C'est pas grave, c'est pas important. Mais Bipolaire si peut-être? t'es pas, C'est ça, non, non? ça c'est l'humeur. Ça, c'est l'humeur. Et tu sais, cette espèce de... Ah, ça m'énerve, le mot, je le connais. Bon, bref. Mais il faut être hyper méthodique, parce que sinon, tu vas faire de bonnes choses, mais tu vas pas ramener les images. Ouais. Et à un moment, j'ai cherché des gens pour me remplacer, et j'ai trouvé... J'ai pas cherché énormément, parce que je suis pas le seul sur Terre à pouvoir faire ça. Mais il y avait des gens qui me ramenaient les images, mais qui étaient pas drôles. Et puis des gens qui étaient super drôles, mais qui ramenaient pas les images. Ouais. Parce que c'est pas simple, il faut être un petit peu cintré. Mais alors, qu'est-ce qui te motive vraiment, au fond? Bah, moi j'aime bien, c'est ramener des images. Même quand j'ai commencé, avant J'irai dormir chez vous, ce que j'aimais bien, c'est vivre quelque chose, donc ces expéditions scientifiques, et ramener un film qui soit le reflet de ce qui s'est passé. C'est dans ce sens que je dis souvent que je suis pas journaliste. D'ailleurs, j'ai jamais eu de carte. Et je ne suis pas non plus réalisateur. Je suis pas un bon réalisateur. Un bon réalisateur, tu lui donnes un sujet qui est pas très intéressant, il fait un bon film. Moi, je sais pas faire ça. Et alors, tu dis dans ton livre, justement, ce livre ici, là, qui s'appelle Avant d'aller dormir chez vous. Qu'on ne trouve plus qu'un livre de poche, mais on le trouve encore. Ouais. Et qui est superbe pour découvrir tout ton monde. Tu dis qu'à 11 ans, tu as décidé
d'être content. Ça veut dire Oui. quoi et ça change quoi pour la vie, ça? En fait, je me souviens très bien, j'étais devant, le lycée, je pense, et puis il y a un jeune qui est passé, puis qui a dit une bêtise, mais qui était sympa, en fait. Et je sais pas, j'ai répondu un peu comme un ronchon, quoi. Et puis lui, il a dit, «Bon, bah, si tu fais la tête», et je me suis posé la question de savoir pourquoi je faisais la tête. Et en fait, j'avais aucune raison de faire la tête. Donc j'ai commencé à me dire: «C'est stupide», et ce qui s'est passé, c'est que quand tu es de bonne humeur, au début, tu te forces un peu. Mais très rapidement, le fait d'être de bonne humeur et souriant fait que les gens te renvoient ces sourires. C'est communicatif. Et oui, et résultat, ton environnement change et tu rencontres de moins en moins de gens désagréables parce qu'ils basculent et deviennent souriants et sympathiques. Mais est-ce que tu crois que la même chose se passe? Les gens désagréables, ils se retrouvent ensemble pour être désagréables ensemble? Et je Ou pense qu'ils tu s'emmerdent. crois que c'est ça? Mais bien sûr, quand tu croises quelqu'un qui est ronchon, antipathique et tout, mais même s'il a été désagréable avec toi, dis-toi bien que c'est lui qui s'embête le plus. Qui sait qu'il y a une vie de merde, on va dire, c'est lui, c'est pas moi. Il m'a pourri ma vie pendant 3 minutes. Et d'ailleurs, c'est la même chose que le mec qui passe en moto et qui fait beaucoup de bruit. Il m'énerve. Il m'énerve parce qu'il me casse les oreilles. Oui, mais lui, Mais quel ça dure con tout le d'être long. assis là-dessus, quoi. Alors, dans tes expéditions, tu vis des moments fous, des rencontres exceptionnelles. Tu rencontres des gens géniaux. Qu'est-ce que ça t'apporte de rencontrer des gens? Je sais pas, peut-être que je me fuis d'une certaine manière aussi de rencontrer plein de gens. En fait, quand tu rencontres des gens que tu ne connais pas, ils ne te renvoient moins ou pas ce que tu es. Donc peut-être, je ne dis pas que c'est ça, hein, c'est toi qui cherche. Mais peut-être que quand tu rencontres que des gens que tu ne connais pas, je sais pas, tu vas être moins confronté à ce que peut-être tu es. Et alors, est-ce que tu sais J'en ce que sais tu es? rien. On va pas passer sur Moi, je le... m'amuse en tout cas, vraiment. Ouais. Et qu'est-ce que je suis? Moi, je crois que je suis quand même un peu joyeux de rire maintenant. Faut demander à mes proches. Et donc, alors en plus d'être un aventurier, tu es un inventeur. Si, si. Oui, enfin, faut Ah pas bah, non plus. oui, mais pour les besoins de ce que tu fais, tu as inventé donc une nouvelle écriture de la télé, ça on l'a vu, on l'a Oui, c'est compris. vrai, ça c'est vrai. Et les moyens pour y arriver. Bah, c'est vrai qu'il y a des gens qui me disent que c'est la perche à selfie. Bon, Eh, mais la perche à T'étais le selfie, premier je l'ai avec une pas. perche à selfie. Alors tu sais, J'en sais au rien. début tu t'es regardé dans le miroir en Oui. disant oh là là, Quel j'ai con. l'air con C'est vrai. avec ma perche à selfie. Mais tu sais, maintenant tout le monde le fait. C'est vrai. Et les premiers d'ailleurs qui ont commencé à se balader avec des perches à selfie, on rigolait. Ah bah oui. On rigolait. Et je me souviens même, ça c'est drôle, c'était dans 99. Je me souviens, j'étais en tournage et il y a un moment, il y avait l'ingénieur du son qui prenait son appareil photo et qui se prenait en photo devant l'avion sur le tarmac ou des trucs comme ça pendant ses vacances. Et moi, je rigolais à chaque fois de le voir faire. Eh ben, c'était déjà le selfie. Eh, Lui aussi était en avance. eh ben, lui, il a des souvenirs au moins de ce moment-là. Mais il a des Du souvenirs coup, différents parce que eh, tu as plein de gens qui font des photos. et c'est pas les mêmes. Voilà. Alors, tu as inventé, donc on vient de le dire, la perche à selfie, mais aussi le vidéo selfie, hein, Oui, voilà, oui. le vlog, la cinébule aussi. Alors, la la cinébule. Oui. Alors, Alors, moi, je suis pas le seul à avoir inventé ça. Il y a le pilote, Danny Cléier-Marel, qui a fait toute la partie montgolfière, et c'était quand même l'essentiel. Et puis, mon copain Jean-Yves Collet. Bon, alors, en trois mots, la cinébule, parce qu'il faut le dire, c'est une montgolfière, mais au lieu d'avoir un panier dessous, on avait mis une banquette. Hmm. Donc, on pouvait filmer. C'était beaucoup plus maniable qu'une montgolfière. Et même après, on a mis un moteur derrière. Et on fait des prises de vue qui étaient vraiment spectaculaires. Et on se dit quand même aujourd'hui, quand on regarde nos images, c'est moins bien que ce qu'on fait avec un drone, mais c'était 25 ans avant. on a une dernière question surprise pour toi. De Allons la bon. part de ton ami, le chanteur Tom Poisson. Ah Il a tiens, décidé de te poser une question. On écoute. il est où? Salut Antoine, j'espère que tu vas bien. Une question que je t'ai déjà posée, me semble-t-il, alors même que tu me présentais le concept de ce qui allait devenir J'irai dormir chez vous il y a quelques années maintenant déjà. Je me demandais comment tu faisais pour ne pas avoir cette petite boule au ventre, tu sais, le trac qu'on peut avoir quand on se réveille trop tôt l'hiver pour aller à l'école par exemple, alors même que tu prends ton avion avec cette impérieuse obligation de résultat de nous ramener des images pétries d'émotions, de valeurs documentaires, de suspense, que sais-je. Voilà, sur quoi ton esprit fait le focus pour être bon à l'instant T? C'est la question du jour. Et je t'embrasse parce que je sais que tu détestes faire la bise aux garçons. Ben oui, moi je suis un vieux, on faisait pas ça, nous. Maintenant, on se fait plus de bise, parce que comme ça, Covid, Oui, bah, le machin, Covid est passé par là. on se fera pas embêter, enfin bref, c'est mieux. Alors, le track. Alors, en fait, c'est pas une histoire de trac, mais il est vrai que quand je pars en tournage,
puisque je ne prépare rien, je ne sais jamais. Alors j'avais vraiment cette angoisse au départ, parce que je me disais, est-ce que je vais arriver à ramener des choses aussi intéressantes que dans le précédent? Maintenant, avec l'expérience, j'ai plus trop peur, parce qu'à chaque fois, ça marche. Mais en fait, c'est un petit peu comme quand tu grimpes dans une falaise. J'ai pratiquement jamais fait ça, mais je l'ai fait un peu. Il faut penser à 2 niveaux. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier où tu vas, mais en même temps, il ne faut pas regarder toute la falaise, parce que quand tu vois l'ampleur de la tâche, tu te dis que tu ne vas pas y arriver. Donc, tu n'oublies pas que tu dois aller là-bas, mais ton souci, c'est pas où tu vas aller dans 2 heures ou dans 2 jours, c'est ce que tu vas faire maintenant, juste après, où tu vas attraper la prochaine prise ou des trucs comme ça. Et en Un fait, escalier, marche ça, par marche. oui, mais ça permet d'éviter d'avoir cette boule au ventre face à l'immensité d'une tâche. Petit à petit, tu vas y arriver. Mais il faut petit à petit. Merci Antoine, on en sait désormais beaucoup plus sur ce qui t'anime. C'est le moment pour nous de passer à la séquence suivante. Et on voudrait parler de ton dernier projet en cours. C'est quoi déjà? Parce qu'il y en a plein. J'irai dormir Rebecca chez est là, les Gaulois. heureusement. Ah, les Gaulois, mais c'est plus un projet pour moi. Une émission dans laquelle vous rencontrez des personnes qui vivent autrement, des gens peu faciles d'accès, qui sortent de l'ordinaire, qui acceptent d'être filmés car ils vous connaissent mais qui n'aiment pas forcément les caméras. Il s'agit de personnes qui ont un parcours original et qui vivent dans des conditions qui le sont aussi. Et pour l'occasion, une chemise bleu marine au bord d'une décapotable, une première en 20 ans de chemise rouge, 20 ans que vous passez votre temps à sillonner le monde avec votre caméra pour aller dormir chez eux, ces personnes du hasard. 65 pays, 68 épisodes, un film et un spectacle que vous avez présenté à Avignon. J'irai dormir sur scène, où vous y racontez toutes ces aventures seules en scène. Un spectacle à revoir peut-être entre Noël et Là, on le fait un Nouvel An. essai le 27 décembre. 27, je note. Voilà, grand point virgule. On va voir si on remplit la salle. Moi, ça m'amuse. On ne sait pas. Bon, alors, ils sont comment les Gaulois que tu as rencontrés? Ils sont formidables. Qu'est-ce que tu as encore appris? Alors, moi je savais ça parce qu'avec mes parents, on a rencontré toutes sortes de gens dans des milieux extrêmement différents, comme je le disais tout à l'heure. Et il y a un truc qui était vraiment bien, c'est que arrivant, moi, aujourd'hui, parce que je suis quand même connu par beaucoup de Français, eh bien, il y a plein de gens qui seraient vachement sur la défensive parce qu'ils ont peur qu'on déforme leurs propos, qu'on dise pas la vérité ou qu'on interprète des choses, etc. Moi, quand je suis arrivé, ils m'ont accueilli, mais comme un ami. Tu vois, un pote. Je veux dire, ils m'ont jamais vu. Ils ouvraient les bras, quoi. Et ça m'a permis d'avoir des séquences qui sont vraiment étonnantes parce que c'est des gens parfois qu'on fréquente pas, qui sont hyper discrets ou alors dont on peut avoir peut-être peur, j'en sais rien, et qui sont en fait vachement sympas. Et tous ces gens, je dirais, qui m'ont un peu ouvert leur cœur. Et en fait, cet épisode, J'irai dormir chez les Gaulois, qui est particulier, eh ben, il fait vachement de bien. Tu vois des Français et que des Français souriants. Ça fait plaisir. Ce sera probablement le meilleur épisode de la série. En tout cas, on l'espère. C'est différent. C'est surtout ça. Et c'est l'heure pour nous de passer déjà à la séquence quiz de cette émission. C'est le Alors, Quizella. C'est comme à l'école, hein. Je suis très mauvais, moi. Quiz. Ah, tu vas voir. Ah, ça va bien se passer. Alors, séquence Quizella maintenant, dont voici les règles. C'est très simple. Je pose des questions, il faut répondre et ça va vite. T'es prêt? D'accord. Un mot, 2 mots. Oh, un petit peu plus. Rapidos. Voilà, le temps Faut que ça dépote. Faut que ça dépote. Allez. Donc c'est parti. Ton épisode préféré de J'irai dormir chez vous? J'ai horreur de choisir, mais alors plein, le Japon. Non, je peux pas choisir. De Japon, tu l'as dit. Ouais, d'accord. Allez, tiens. La culture que tu as le plus appréciée au cours de tes voyages? L'Inde, c'est un endroit absolument extraordinaire, un pays extraordinaire, parce qu'il n'y a pas qu'une Inde. C'est très, très varié d'un endroit à l'autre. L'objet avec lequel tu pars à chaque fois en voyage, hors tes caméras? Et alors, le téléphone. Et hors le téléphone. Parce Oui, que le téléphone. oui non, mais t'es obligé. Alors un autre. J'ai emmené pendant des années et des années un couteau suisse, Ouais. mais plus ça va, moins il me sert. Je ne sais pas pourquoi. Le plat le plus étrange que tu aies goûté dans ta vie? Oh, il y en a eu plein. Je me rappelle, il y en a un quand même qui est champion, c'est le Akarl, ça se dit plus ou moins. C'est comme ça, c'est en Islande. Et c'est du requin fermenté. Quand ils ouvrent la boîte, tu as l'impression qu'ils t'ont amené un seau d'urine qui a passé des semaines et des semaines dans un coin. C'est parce que le requin n'a pas de vessie. Donc, il transpire par la peau. Enfin, mais c'est particulier. Si tu devais vivre dans un pays autre que la France que tu as visité, lequel ce serait? Moi, j'aime bien la Belgique parce que c'est pas loin.
et que c'est quand même un peu comme la France. Et Là, si je devais aller plus loin, l'Argentine... Ah oui, il faut aller vite. Ah mais il faut aller vite. La Argentine, leçon la allez, plus vas-y. importante que tu as apprise en voyageant seul dans des pays différents. Bah, qu'on n'est jamais seul quand on est seul. Surtout quand on a une caméra. Parce qu'en fait, c'est très bizarre. Il y a les gens que tu connais pas, et puis il y a tous tes potes qui tiennent dans cette petite caméra, les spectateurs. Ah, Donc, t'es pas tout seul. Tu préfères dîner entre amis ou dîner entre inconnus? Attention, pense à tes amis. Moi, j'aime bien les deux. Ah, En fait, ce que j'aime, c'est le contraste. quel est ton talent caché? J'en sais rien. Est-ce que j'ai un talent caché? Si, je fais de la musique comme ça, là. Ah oui, d'ailleurs, ça t'a permis de faire des bonnes Très connexions belle rencontre au Cambodge. au Cambodge. Ta potion magique à toi? Pas de café, pas d'addiction, parce que ça va à l'encontre de la liberté. Toute addiction va à l'encontre de ta liberté. Ta Et je transige pas là-dessus. Alors, ta kryptonite à toi? La t'affaiblit. kryptonite, bah, c'est pas la même question, ça. Ah non, c'est le premier. Ah non, c'est ce qui me tue. ta potion magique. Oui, oui, t'as Et raison, ta t'as raison. kryptonite, c'est ce qui t'affaiblit. Comme Superman. Je me suis vraiment blindé pour plein de trucs. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas de kryptonite pour Antoine de Sûrement. Maximi. Faut demander à Si mes tu n'avais proches. pas pu faire ce que tu fais aujourd'hui, tu aurais fait quoi? Oh, j'avais pensé à plein de trucs. Moi, j'avais trouvé que c'était quand même pas mal l'aventure, la BAC ou des trucs comme ça, ou pilote d'hélico, enfin, ou agent secret, mais bon, je suis pas assez baraqué. Ton plus grand rêve aujourd'hui? De faire mon long métrage, c'est le truc le plus dur à faire. Tout le reste, ça roule, là, le spectacle, ça devrait marcher. Les J'irai dormir chez vous, ça marche. J'ai plein d'autres idées. Hein. Et pour finir, si les 8 milliards d'êtres humains écoutaient les pionniers aujourd'hui, ce qui n'est pas loin d'être le cas, quelle serait la plus belle phrase que tu leur dirais? Alors moi, je vais vous dire, il faut penser à l'écologie. Et ces 8 milliards d'êtres humains, il faut qu'ils comprennent qu'il faut arrêter de se multiplier tous azimuts. Genre, je leur dirais, c'est pas la peine de fermer l'eau en vous brossant les dents, mais faites un peu moins d'enfants. Sincèrement. Et personne ne veut l'entendre, ça. Merci. Je le dis. Merci Antoine de t'être prêté au jeu. Je rappelle le livre avant d'aller dormir chez vous. Et on se quitte en musique avec une chanson que tu as choisie. Tu peux nous dire un petit mot sur cette chanson bien de sûr, Tom c'est Poisson? Tom Poisson. Eh oui, C'est Tanguay. son dernier disque, et tout à fait, et que j'ai écouté pas mal avec ma décapotable, parce que je l'ai eu en avant-première, ça vient de sortir. Très bien. Eh bien, écoute, Tanguay sans flancher, ce sera le mot de la fin pour cette émission. C'est la fin de ce tête-à-tête. Merci beaucoup, Antoine, de nous avoir Eh ben, partagé merci. ton monde, tes Et émotions. restez sur Tu RMC es- Découverte, parce que j'ai encore plein de projets. Oui, que vous sur BFM n'imaginez Business pas. aussi. Là, Ah on est oui. sur BFM Business, donc Bah, ils vont c'est rester le sur même BFM groupe, Business. Ah, bah voilà. ensemble. Alors, c'est parti. La Très main dans bien. la main. Bon. Merci beaucoup, Antoine. Merci. Quant à nous, on se retrouve tout de suite pour le pitch. Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.